Bienvenue sur la rubrique Allo Psy. Segbede Alibono est en ligne. Avec elle, on parle aujourd'hui des personnes privées de liberté. Nous allons essayer d'entrer un peu dans la tête de ces personnes-là pour voir comment tout cela fonctionne. Segbede Alibono, bonjour. Bonjour Achille, bonjour tout le monde. Merci d'être en direct de la télévision nationale ce matin. Oui. Et donc, je le disais, nous entrons aujourd'hui dans la tête des personnes privées de liberté pour répondre à un certain nombre de questions. Pourquoi précisément cette thématique, Segbede Alibono? Cette thématique parce que les situations sociales qui peuvent amener en prison font partie du quotidien de tout le monde. Donc, d'un instant à l'autre, les personnes peuvent se retrouver en difficulté et se retrouver dans une prison. Autant on peut parler de l'école, autant on peut parler d'une bonne alimentation, d'une bonne santé, autant on peut aborder la question des prisons parce que c'est pas très loin de nous. D'accord. Alors, quelques questions d'ordre général pour vous. Quelles sont, Segbede Alibono, les grandes conséquences de l'isolement lorsqu'on est privé de liberté? Il faut commencer par dire que quand on est privé de liberté, on n'est pas systématiquement isolé. D'accord. Ça dépend du type de prison ou du type de maison carcérale dans laquelle la personne séjourne. Et ça dépend de la politique d'incarcération de chaque système, de chaque pays. Donc il y a plein de prisonniers qui ne sont pas du tout isolés, mais qui vivent plutôt en communauté et qui seront isolés au cas par cas. Alors, mais il y a dans d'autres systèmes où l'isolement est quand même une manière de tenir des prisonniers. Quand on parle d'isolement, il faut comprendre que ça renvoie à la solitude. Ça renvoie au fait que la personne va rester seule. Et quand la personne est seule, les conséquences, c'est déjà quoi? Il y a des conséquences positives et il y a des conséquences négatives. Les conséquences positives de l'isolement, c'est la réflexion. Oui. La méditation, une réflexion sur soi-même, sur la situation qui a conduit en prison, qui pourrait déboucher sur une culpabilité si la personne a vraiment commis une faute, et une réflexion également sur le futur. Mais les conséquences négatives, c'est la peur. Vous voyez, l'isolement va induire chez l'individu la peur parce qu'elle n'aurait ou il n'aurait rien autour de lui, donc il ne sera qu'avec lui-même. Et quand les gens sont avec eux-mêmes, il y a tout un silence autour de la personne qui réveille de la peur, de l'inquiétude. Il y a également de la colère, de l'indignation. Mais aussi, et en dernier lieu, quand l'isolement va trop durer, ça va créer chez les individus ce qu'on appelle le détachement. Ou même de l'émoussement affectif, les liens vont totalement diminuer, les émotions vont totalement diminuer, il aura comme un vide qui s'installe dans l'individu, mais qui va le détruire dans le temps. D'accord. Et comment on réussit sa réinsertion sociale après un séjour carcéral? Segbede Alibono, je sais que vous êtes souvent sollicité pour ce genre de situation. Vous conseillez beaucoup, vous suivez, vous accompagnez. Comment on fait? Ce qu'on fait pour réussir la réinsertion sociale après un moment d'incarcération, c'est déjà d'avoir un projet carcéral quand on est à l'intérieur d'une maison d'arrêt ou d'un établissement pénitentiaire. Enfin, le projet carcéral, c'est toutes les étapes nécessaires pour quelqu'un qui est détenu, du moment où il est détenu, pendant le séjour de la détention jusqu'à sa sortie. Donc, parce qu'il va passer du temps, il va être en interaction avec des personnes et comment il va passer, ce qu'il va faire jusqu'à sortir, on arrange tout ça là dans un projet carcéral qui est réfléchi avec la personne normalement jusqu'à sa sortie, un suivi post-carcéral. Alors, de façon schématique, quand on parle de réinsertion, on va beaucoup plus faire allusion aux personnes qui ont une condamnation. Des personnes qui ont effectivement commis un acte et qui ont été jugées et qui ont reçu une peine. C'est à partir d'une condamnation qu'on peut réfléchir véritablement à la réinsertion de quelqu'un. Quelqu'un qui est en détention préventive et qui n'a pas commis effectivement l'acte, mais qui est déposé pour des besoins d'enquête ou de sécurité,
Alors il est là et à tout moment, il peut partir et se laver, se réhabiliter dans la société. Mais quelqu'un qui a commis un acte et qui est condamné est beaucoup plus bénéficiaire d'une réinsertion. Et le projet carcéral dont je parle va passer normalement par une réflexion sur l'acte qui est posé. Il faut aider la personne à revenir sur l'acte. Une rééducation déjà à l'intérieur de la maison d'arrêt et l'aider à continuer à toucher quelque chose, à apprendre un métier, à s'intéresser à une activité au quotidien. Parce que le fait que les mains ne fassent rien, ça détruit la capacité de l'esprit. Donc la réinsertion va demander qu'on apprenne au moins quelque chose en prison, qu'on maintienne les liens avec la famille et qu'on prépare le retour. Et tout ça demande des moyens, des compétences, de l'accompagnement, voilà, pour que ça marche. Alors, à quel point le séjour carcéral peut-il transformer un être humain? Ben, le séjour carcéral transforme un être humain de par déjà la signification de ce qu'est le milieu carcéral. Le milieu carcéral, quelle représentation la personne même a de ça, quel sens la société accorde à cela et comment les conditions carcérales, je vais dire, se présentent par rapport à l'individu et quel accueil on lui réserve quand il va sortir de la maison d'arrêt. Alors, donc, le séjour carcéral va affecter parce qu'il y a déjà une séparation avec la société ordinaire. Donc, du coup, l'individu se sent déjà dans un monde qui n'est plus le monde de tout le monde, la société des valeurs, des principes, non, mais il est dans une société qui est déjà étiquetée comme une société de personnes difficiles. Donc, son image est déjà entachée, même s'il n'a même pas commis un crime ou un délit important, donc son image est entachée. Le fait qu'il soit séparé de ses responsabilités sociales, les enfants, la famille, la fratrie, le boulot, ça vient remettre en cause un peu sa valeur humaine. Ouais, donc, toutes ces représentations-là vont affecter son comportement, ses rêves, et puis voilà, son attitude en général. Est-ce qu'il y a... dans les maisons d'arrêt, c'est pas très simple. Voilà, oui, je vous écoute. Il y a des traits communs qu'on peut retrouver d'un individu à un autre? Les traits généralement qu'on peut retrouver chez des personnes qui demandent à être accompagnées et qui vivent dans des maisons d'arrêt, mais qui peuvent évoluer dans le temps, c'est la méfiance. Et les gens peuvent être méfiants. C'est de l'isolement, mais pas de l'isolement dans le comportement, l'isolement dans l'esprit. Et un peu de retrait dans l'esprit, parce qu'on peut avoir peur de tout le monde ou on peut penser que les autres sont méchants. Donc, il y a des formes de projection sur l'environnement. Les gens ne sont pas très bien, la famille n'est pas vraiment bien, bon, le tribunal n'est pas assez gentil. Donc, il y a de ces formes de pensée que les gens peuvent avoir de façon générale quand ils sont dans les maisons d'arrêt. Mais c'est aussi des problèmes d'éducation. S'il n'y a pas vraiment d'actes pour permettre à changer les comportements, à réfléchir, le fait que les gens soient ensemble avec différentes histoires, différents comportements, ça induit d'autres problèmes d'éducation sur lesquels il faut vraiment travailler. D'accord. J'imagine qu'après un séjour carcéral, on a une sorte de rapport particulier, n'est-ce pas, avec la liberté? Oui, il y a un accompagnement continu avec quelqu'un qui a séjourné, le rapport à la liberté, bon, ça se gère quand même à la sortie, hein. Mais quand rien n'est fait, les personnes qui sortent des prisons se sentent perdues. Se sentent perdues parce que les repères ont changé entre-temps. Les repères ont changé de façon géographique, c'est-à-dire la limite des mouvements, ça avait vraiment changé. Maintenant, qu'ils se retrouvent encore en milieu ordinaire où on peut bouger n'importe comment, donc les repères ont changé, la relation humaine également a changé. Donc le rapport à l'autre a changé. Ils peuvent vivre comme s'il y avait une tache sur leur corps, être gênés, même si on ne leur dit rien. Et du coup, la liberté est un terme assez philosophique et subjectif. Hein. Au-delà de la liberté physique, il y a la liberté financière, la liberté familiale et d'autres formes de liberté que la personne n'avait plus et qu'il faut maintenant rechercher à avoir progressivement. Donc plutôt, il est confus, il est perdu et il demande qu'on le tienne un peu par la main pour le rassurer, voilà, pour l'aider à se réhabiliter. Pour finir, une question, on va dire un peu philosophique. Hein. Peut-il y avoir une alternative à la prison dans la perspective de réduire un peu l'impact de ce dernier sur le mental de l'humain, de l'être humain? Oui, tout
Tout à fait. Les réflexions ne sont même pas individuelles. Les gens réfléchissent dans beaucoup de pays, dans beaucoup de systèmes, à des formes de punition, à des formes de remise en cause d'un acte sans forcément qu'il y ait une privation de liberté dans une maison d'arrêt, parce qu'une prison va demander beaucoup d'investissement également pour l'État. La prison va demander beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de moyens financiers à déployer. Et l'effectif qu'on a souvent dans les prisons demande qu'on déploie trop d'énergie pour avoir quelques résultats. Donc, du coup, les gens réfléchissent beaucoup pour dire, mais devant certaines situations conflictuelles ou difficiles, on peut opter pour des punitions sans privation de liberté, des dédommagements, de l'argent que la personne peut payer, ou voilà, du travail civique. On peut obliger quelqu'un à travailler pour l'État ou pour une communauté sans forcément payer la personne. On peut contrôler la personne, son mouvement, sans qu'il ne soit forcément emprisonné quelque part. On peut réduire des plaisirs chez quelqu'un sans forcément l'emprisonner. On peut surveiller quelqu'un. On peut rééduquer quelqu'un. Il y a plein de systèmes alternatifs qu'on peut mettre en place pour ne pas forcément aller systématiquement à une incarcération. L'incarcération serait la dernière formule quand l'individu est fondamentalement dangereux ou difficile pour sa société. Très bien. C'est du gâchis. Très bien. Mais on est d'accord pour finir, Segwede Ali Bono, qui a une vie après la prison et que ce n'est forcément pas la fin d'une vie. Tout à fait. On peut reprendre. De ça. Oui. On est tellement convaincu qu'il y a une vie après la prison, il y a une meilleure vie même après la prison. L'important est de faire du moment de prison quelque chose de bien et c'est possible d'en faire quelque chose de bien. D'accord. Merci à vous, Segwede Ali Bono. C'était notre clin d'œil à toutes ces personnes privées de liberté. Eh bien, ainsi va la vie, n'est-ce pas? On vous retrouve vendredi prochain. Oui. Tout à fait, oui. Nous leur souhaitons plein courage et une très bonne suite à tout le monde. Merci beaucoup, Segwede Ali Bono. Vous étiez en direct de Adjagbo. Merci d'être passé, nous édifier sur ce thème d'une extrême importance, il faut dire. Voilà, c'est la vie et ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour cela que nous appelons à la prudence. Il faut faire attention. Il suffit d'un petit rien pour se retrouver de l'autre côté. Et donc, courage à toutes ces personnes qui vivent des épreuves difficiles, qui traversent ce cap, ce moment difficile de leur vie. On peut venir à bout de tout ça, il suffit d'avoir un mental fort. Et à toutes les familles qui nous regardent aussi, soutenez ces personnes, il ne faut pas les lâcher. Quand on va en prison, on n'est pas forcément un délinquant ou un bandit, il y a une vie après. Merci Segwede Ali Bono, excellente journée à vous.